Et j'entends plus rien. Ça m'inquiète. Bon, bon, Ça doit marcher là, non? oui, oui. Oui. Bien, bonjour et bonsoir. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 17e rencontre d'Espace Mars sur, dans le cadre de son initiative, Nouvelle pensée critique et actualité de la pensée de Marx pour de nouveaux horizons de civilisation. Nous avons décidé cette année de travailler autour du thème Révolution, vous avez dit révolution. Et dans ce cadre, Timothy Duverger, maître de conférence associé à Sciences Po, a accepté de nous présenter une contribution, mais je laisse Michel Cabane le présenter, lui donner la parole et ensuite Voilà. commenter. Ouais. Très rapidement, hein, on est très heureux d'accueillir Timothée Desvergers. Beaucoup parmi vous doivent le connaître. Je rappelle qu'il est docteur en histoire, professeur associé à Sciences Po et qu'il est grand spécialiste de l'économie sociale et solidaire, sujet sur lequel il a déjà écrit plusieurs bouquins et pour lequel il anime beaucoup de travaux associant pas mal d'étudiants. Donc, encore merci de sa présence. Et il a aussi de multiples autres fonctions sur lesquelles je passe pour lui donner tout de suite la parole. Merci beaucoup et désolé encore du coup du démarrage en retard du fait de mon sens de l'orientation inné, vous l'aurez compris. Euh, voilà. Bref, on s'en sort. Du coup, oui, mais je vais essayer de vous faire une présentation quand même malgré tout un peu plus synthétique. Du coup, on va mordre un peu sur ça pour qu'il y ait quand même des temps d'échange et que je déborde pas sur le temps imparti malgré tout. Donc, je vous propose, oui, je vais faire une présentation de, je sais pas, 20 minutes, enfin voilà, si ça vous va, 15-20 minutes, et puis après, qu'on puisse échanger. Alors, effectivement, Dominique m'a demandé de traiter, bonjour, de traiter de la question de la révolution. Alors, sachant effectivement que je suis plutôt spécialiste de l'économie sociale et solidaire, c'est pas un sujet facile à vrai dire, puisque on va dire l'économie sociale et solidaire ne s'inscrit pas forcément dans une stratégie révolutionnaire, hein, précisément. À vrai dire même, on pourrait presque dire pas du tout. Donc ça, c'est peut-être un préambule. Je dirais d'ailleurs du point de vue de Marx, puisqu'on est à l'espace Marx, pour aller très vite, Marx et l'économie sociale, bon, c'est pas forcément une lune de miel non plus. Quand on regarde les écrits de Marx sur le sujet, notamment des coopératives, en fait, c'est ça qui réellement évidemment l'intéressait, hein, et particulièrement les coopératives de travailleurs, les coopératives de production, qui ont été inventées hein, au cours du 19e siècle. Voilà, bon, au début, c'était dans les années 1830, les premières associations d'ouvrières, hein, pour le cas de la France notamment. Voilà, il y avait des formes de coopératives de travailleurs, en tout cas, qui les préfiguraient. Et Marx, donc, les a vus émerger, a vu des mouvements se structurer autour de cela, et à vrai dire, les a souvent, enfin, c'est souvent affronté à ces logiques-là. C'est-à-dire, si on prend le débat Marx-Proudhon, il se fait notamment sur ces sujets, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, avec deux rapports d'histoire, en fait, deux historicités différentes. L'un qui considère effectivement qu'il faut conquérir d'abord le pouvoir pour pouvoir engager la transformation, donc ça c'est plutôt Marx, et puis l'autre qui considère au contraire qu'il faut eh bien, engager la transformation d'ores et déjà, ici et maintenant. Donc il y a deux rapports à l'historicité qui sont différents en fait, hein, deux régimes d'historicité qui sont différents en réalité entre ces deux auteurs typiquement. Et donc chez Marx, quand on prend les différents écrits, hein, j'avais regardé ça, les différents écrits qu'il peut avoir sur les coopératives. En gros, il en dit à peu près tout le temps du mal, sauf une fois, c'est à propos de la commune, hein. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la commune en France, qu'il avait largement commenté, eh bien là, il dit bon, les coopératives, ça va parce que dans le contexte révolutionnaire, ça passe, quoi. Voilà. En gros, on est OK pour faire des coopératives, mais que quand il y a la révolution, hein. Si on l'a fait avant, en réalité, ce qu'il dit, c'est principalement, c'est que ça détourne. Bon, il y a plusieurs arguments, mais pour aller vite, ça détourne les travailleurs et les ouvriers, le prolétariat, de la révolution, hein, voilà. C'est vraiment ça son idée. Donc finalement, la coopération, pour lui, c'est une stratégie réformiste et donc en ce sens, elle est disqualifiée. D'ailleurs, quand il écrit ses ouvrages, hein, voilà, y compris avec Engels, sur la question quand il désigne le socialisme utopique, hein, le socialisme qu'il désigne comme étant utopique, c'est-à-dire en fait le socialisme de tous ses prédécesseurs, qu'il a au demeurant abondamment
repris, hein, tout en les disqualifiant, c'est un paradoxe. Mais toujours est-il, quand il fait ça, voilà, il dit bon, ben, tous ces socialistes-là sont des socialistes utopiques, alors que ce sont des socialistes qui ont dessiné en réalité ce monde de l'économie sociale. Si on prend ben, Proudhon, je le citais, Fourier, Saint-Simon, voilà, tous ces gens-là ont inspiré, à vrai dire, les mouvements de la coopération. Hein, voilà. Et donc, voilà, bon, je ne rentre pas trop dans ces détails, mais donc c'est vrai que c'est un rapport compliqué. Voilà. Et peut-être pour démarrer de cette façon-là, en gros, voilà, pour Marx, ça ne peut être que dans la société post-révolutionnaire, que dans la société et dans l'économie post-révolutionnaire que les coopératives peuvent avoir une place finalement. Hein, voilà. Bon, si je synthétise en gros ce qu'on peut, voilà, les différentes analyses de son œuvre sur ce sujet qui ont été réalisées. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, du coup, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit bon, je vais quand même essayer de répondre. Qu'est-ce que je fais là? Mais, en fait, moi, mon sentiment, alors. Je pense il y a deux autres auteurs qu'on peut mobiliser, dont un est marxiste et l'autre l'a lu. Donc je disais, pour moi, il y a deux auteurs intéressants à relire peut-être pour inscrire l'économie sociale et solidaire dans une stratégie de transformation. On va dire ça comme ça, hein, pour essayer de dialoguer avec la question de la révolution. Donc, comment on inscrit l'économie sociale et solidaire dans une stratégie de transformation, alors même que toute l'économie sociale et solidaire n'est pas dans une stratégie de transformation. Hein. Donc, je dirais, si vous voulez, dans l'économie sociale et solidaire, vous avez un peu de tout. Hein. Vous avez d'ailleurs, les historiens ont établi qu'il y avait 4 sources idéologiques à l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a évidemment le socialisme. Bon, je n'y reviens pas, je vais citer les grands noms pour les bases doctrinales. Hein. Je m'arrête à l'histoire des idées, mais on pourrait rentrer évidemment plus sur les praticiens. Bon, je ne vais pas m'y aventurer là parce que ce serait trop long. Mais bon, il y a une source socialiste, mais il y a une source, évidemment, il y a une source chrétienne, hein, à l'économie sociale. Et aujourd'hui encore, il y a de grandes associations, par exemple, qui en portent le nom. Hein, Secours catholique, ATD Quart Monde, etc. Tout ça vient plutôt, évidemment, de cette branche chrétienne. Et donc, avec des référentiels qui, à l'origine, étaient des référentiels, évidemment, plus philanthropiques que démocratique ou d'émancipation, si vous voulez. Donc on était quand même dans une autre logique, c'est pas une idée de transformation a priori. Voilà. Donc il y a cela. Alors il peut y avoir des exceptions, hein, au demeurant, si on prend des courants comme le Sillon, notamment dans le mouvement d'éducation populaire à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec Marc Sangnier, etc. Bon, il y a des gens qui avaient quand même des visées transformatrices plus fortes, hein, chez les courants chrétiens évidemment, mais enfin ils étaient minoritaires. Donc il y a ce courant-là. Il y a un courant libéral, hein, également dans l'économie sociale. Historiquement, typiquement, toute la coopération de crédit qui est notamment née pour beaucoup en Allemagne, eh bien, cette coopération de crédit pouvait avoir pour une part des bases chrétiennes d'ailleurs, et pour une autre, et des bases plutôt libérales. Hein. Et donc d'ailleurs, pour les libéraux, ils disaient, bah oui, la coopération, il faut la développer parce que comme ça, ils vont pas développer l'État. Bon, donc c'était une manière de dire, vous voyez, on préfère finalement des modes de régulation au niveau au niveau des entités économiques elles-mêmes plutôt qu'au niveau de l'État qui viendrait contrôler l'économie. Voilà. Donc il y a cette idée-là chez les libéraux. Et puis il y a une quatrième source qui est une source un peu d'entre-deux, c'est le solidarisme. Bon, ici on connaît, hein, à Bordeaux, puisque vous avez une avenue Léon Duguy juste à côté, qui était un des pères fondateurs du solidarisme. On pourrait citer Durkheim, hein, qui a été enseignant évidemment à Bordeaux. Donc on peut parler de ce type de personnalité. Et donc vous avez un courant solidariste qui a défendu aussi l'économie sociale, à la fois un solidarisme plus politique, hein, et plus juridico-politique, c'est-à-dire celui de Léon Bourgeois notamment, qui a été président du Conseil pendant longtemps et qui défendait beaucoup les modèles mutualistes, coopératifs, les associations, etc., avec Valdez-Cousseau. Bon. Donc il y avait tout un courant comme ça, et puis vous aviez un courant plus coopérativiste avec une personnalité qui a été proche pendant peu de temps, mais à Bordeaux, c'est Charles Gide, qui était le grand théoricien de la coopération. Et donc ces gens-là, bon, sans remettre en cause la propriété privée, c'était ce qui les distinguait principalement des socialistes, considéraient quand même qu'il fallait amener des avancées sociales.
Donc, c'est eux qui ont pensé les premières formes d'intervention sociale de l'État, en réalité, hein, avec, par exemple, au solidarisme, ils ont défendu l'impôt sur le revenu, des choses de ce type, hein, donc le déploiement des services publics. Voilà. Donc, ils ont défendu des interventions d'État, mais aussi voilà, des développements dans l'économie sociale. Donc, il y a ce courant également. Alors, bon, donc je vous dis, voilà, pour situer au sein de l'économie sociale, encore une fois, toute l'économie sociale et solidaire n'est pas socialiste, hein, voilà. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir une réflexion sur en quoi l'économie sociale et solidaire peut contribuer à une stratégie de transformation? Juste un mot des enjeux, avant de citer les auteurs et de revenir sur un plan plus théorique. Mais juste un mot des enjeux. Moi, il me semble, aujourd'hui, on va faire un peu d'actualité politique, on a le sujet avec Trump qui est élu aux États-Unis, on a le sujet en France avec on ne sait pas qui sera élu, ou, voilà, au Premier ministre, mais en tout cas, on a des situations de crise démocratique assez fortes. Et quand on voit, moi ce que je dis maintenant systématiquement, c'est quel est le fondement de ces crises démocratiques? Est-ce que c'est un problème institutionnel? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de proportionnel? Est-ce que c'est parce que il faudrait faire un peu plus de conventions citoyennes ou un peu mieux les écouter? Je ne crois pas. Enfin, je pense que ça peut participer. Évidemment, il faut des réformes institutionnelles, mais je crois que le fondement même de la crise démocratique d'aujourd'hui, c'est en réalité une crise du travail. Pour ça, peut-être qu'on se rejoindra sur ce point. J'en veux pour preuve le fait qu'aux États-Unis, quand on analyse les résultats électoraux, clairement, ce qui a joué dans l'insuffisante mobilisation de l'électorat démocrate, mais aussi dans la percée dans un certain nombre de milieux populaires de Trump et des républicains, c'est justement la question du travail, et particulièrement aux États-Unis, la question du pouvoir d'achat, hein. Et donc, effectivement, on voit cette question du pouvoir d'achat et donc une question de redistribution, en fait, hein, qui est posée derrière. Donc, aux États-Unis, c'est ça qui a clairement fait perdre les démocrates, hein. Et il y a des analyses, il y a un article là qui est paru il y a 2 semaines qui explique que en fait, ils ont fait une analyse de tous les candidats, de tous les programmes, de toutes les déclarations des candidats démocrates des 20 dernières années. Et ils montrent qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que les démocrates ont considéré qu'il fallait aller sur les questions sociétales, donc faire défendre le droit des femmes et des minorités pour aller vite, sans se préoccuper, parce que ça c'est pas un problème, c'est plutôt bien, mais sans se préoccuper de la question sociale, voilà, et sans se préoccuper des questions de travail, etc. Et donc, effectivement, ils analysent la performance électorale de ces candidats, et effectivement, ceux qui allaient plus sur le sociétal que sur le social, eh bien, se sont plantés. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qui ressort de cette étude, une étude assez importante, et évidemment, on a les mêmes phénomènes en France. Et quand vous regardez, il y a une étude de l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, avec Thomas Coutreau, hein, qui est un sociologue du travail, qui a étudié ça, et il a établi des corrélations très fortes entre les questions de travail et les pathologies démocratiques. C'est-à-dire qu'il dit, typiquement, le vote en faveur de l'extrême droite, il repose sur 3 fondements. C'est la dégradation des conditions de travail, l'insécurité socio-économique, des contrats de merde, pour les vite, et le manque d'expression sur le lieu de travail. Le fait qu'on ne permette pas aux gens de s'exprimer sur leur travail compétent. Donc, il dit, voilà, il y a 3 facteurs qui génèrent ça. Et s'ajoute à ça une autre pathologie, c'est l'abstention, qui tient au fait qu'il y a un manque d'autonomie dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que quand vous êtes, en gros, vous n'avez pas d'autonomie dans votre organisation du travail, c'est-à-dire quand vous êtes finalement sous tutelle, d'une certaine façon, dans votre entreprise, eh bien, vous n'êtes pas un citoyen dans la cité. Voilà. C'est un peu ce que disait Jaurès, hein, d'ailleurs, qui avait lu Marx aussi, même s'il n'était pas tout à fait marxiste, enfin, quoique aussi, il était marxiste, mais on va dire, bon, pas tout à fait l'approche orthodoxe. Et donc, parce que tout le monde était marxiste quand même à la fin. Mais en tout cas, Jaurès disait la Révolution a fait du citoyen un roi a fait des Français un roi dans la cité, mais il les a laissés serfs dans l'entreprise. Serfs dans l'entreprise, oui. C'est cette idée-là. Bon. Et donc, je crois que cette idée-là, il faut la remettre au goût du jour. Voilà. Donc ça, et c'est peut-être là-dessus qu'il peut y avoir une convergence, me semble-t-il, avec les marxistes, hein, précisément. C'est-à-dire que moi, je crois aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des philosophes, là, il y a un philosophe allemand, un grand philosophe allemand, qui vient de sortir un livre qui dit rien d'autre que cela, il s'appelle Axel Honneth, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le souverain laborieux, dans lequel il dit il ne peut pas y avoir, finalement, d'un côté, on a des théories de la démocratie qui occultent la question du travail, et de l'autre, on a une sociologie du travail qui occulte la question de la participation démocratique. Donc là, il y a un rapprochement, évidemment, à faire entre ces deux mondes. C'est pour ça que moi, je parlerai de démocratie économique. Voilà. Et là-dessus, je crois qu'il y a 2 auteurs à mobiliser. Donc, le premier, c'est Karl Polanyi, qui me semble intéressant, parce que, alors, vous savez, on parle beaucoup de Polanyi, il y a même une collection Polanyi avec Jean-Marie Haribé, enfin, je ne sais plus comment il l'appelait, mais enfin, c'est l'inspiration, au niveau des éditions Le Bordelot. Bon.
Donc, on a beaucoup parlé de Polanyi, mais Polanyi, par exemple, il dit, bah oui, il faut effectivement réencastrer, vous savez, l'économie dans la société, hein, et à travers, pour cela, des mécanismes démocratiques, donc une démocratie économique. Et quand il dit cela, on entend souvent l'État. Il faut le faire par l'État. Eh ben, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on regarde Karl Polanyi, c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Lui, il dit, il faut le faire à travers des lois, bien sûr, donc l'État, on va dire pour lui, mais aussi ce qu'il appelle des associations restrictives. Si vous prenez la grande transformation, son livre un peu phare, il parle d'associations restrictives pour réencastrer l'économie dans le social. Alors, associations restrictives, on peut supposer, enfin moi je suppose, qu'il désigne par là les syndicats. Mais les syndicats sont très proches, hein, historiquement. Ils sont nés d'ailleurs dans les sociétés de secours mutuels, donc ils sont nés dans le creuset de l'économie sociale. Eh bien, il y a des modes de régulation, finalement, qui peuvent émaner des acteurs sociaux. Voilà, c'est ça, c'est cette idée-là, hein, et pas seulement des formes publiques. Voilà. Et donc, oui, par ailleurs. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est effectivement très porteur. Et quand on prend toute l'œuvre de Polanyi, et notamment le jeune Polanyi, les années 20, on le voit, lui, ce qu'il dessine, c'est pas du tout un socialisme étatiste, c'est un socialisme autogestionnaire, en vérité. Et donc, il dit, bien sûr qu'il faut de l'État, il faut de la puissance publique et tout ça, mais il dit, il faut que ce soit décentralisé, il faut que ça repose par ailleurs sur des organismes socio-économiques. Hein. Donc ça, il insiste là-dessus. Et on peut prendre, d'ailleurs, c'était très cool à l'époque. Si on prend Durkheim, il avait un peu la même vision. Bon, enfin, voilà. Donc, il y avait il défendait plutôt cette perspective-là. Alors, là-dessus, moi, il me semble que l'économie sociale et solidaire, effectivement, peut être un levier pour mettre en place, effectivement, une démocratie économique. Et ce, à deux niveaux, je dirais. Il y a un premier niveau qui est le niveau de l'unité économique, c'est-à-dire l'entreprise. Vous avez donc, je l'ai dit au tout début, les scopes qui existent et qui sont des formes assez relativement abouties. Vous voyez, la démocratie, c'est toujours inachevé, dit Pierre Rosanvallon. Je crois qu'il a raison. Hein. On n'en finit jamais avec la démocratie. Il faut beaucoup d'humilité en la matière. Mais pour autant, bon, vous avez une forme, on va dire, à peu près aboutie de démocratie d'entreprise avec les scopes. Je dis à peu près parce que dans une scope, les salariés doivent détenir au moins 51% du capital et ils ont au moins 65% des droits de vote. D'accord. Et par ailleurs, leur droit de vote repose sur le principe une personne, une voix. Indépendamment de votre rapport en capital, vous avez une voix. Voilà. S'ajoute à cela le fait que donc ça c'est le fonctionnement démocratique des scopes, où les travailleurs élisent leurs dirigeants. Alors il faut savoir que les travailleurs qui sont sociétaires, en moyenne, c'est 70% dans les scopes. C'est-à-dire que 70% des travailleurs des scopes sont également sociétaires. Ce n'est pas la totalité pour cette raison qu'il faut qu'ils fassent l'acquisition de parts sociales. Voilà. Donc, il faut qu'ils achètent des titres de propriété, finalement, pour pouvoir être sociétaires. Donc, c'est pour ça qu'il y en a que, entre guillemets, c'est quand même raisonnable, hein, mais 70%. Voilà. Et puis, parce qu'il y a du turnover, il y a des gens qui refusent tout simplement d'acheter des parts sociales, ça s'appelle la liberté. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez ces scopes. Et la valeur qui est créée dans ces scopes, quand ils génèrent des bénéfices, qu'on appelle des excédents, ils font à la fois de l'intéressement, c'est-à-dire ils peuvent donner une part de ces bénéfices à l'ensemble des salariés, pas seulement aux détenteurs du capital. Ils font de la participation, c'est-à-dire qu'ils donnent une part de la participation aux bénéfices à aux détenteurs du capital, c'est-à-dire aux sociétaires. Ils rémunèrent le travail, ils rémunèrent le capital et ils rémunèrent l'entreprise elle-même, c'est-à-dire qu'ils remettent une partie de cette richesse en réserve. Hein, et là, c'est une richesse collective qu'on ne peut pas partager. C'est une réserve impartageable. C'est-à-dire que même si on dissout la scope, voilà, ils ne peuvent pas se partager ça. Donc ça, c'est le modèle des scopes, si vous voulez, tel qu'il existe. Il en existe 4500 en France, hein, ça a doublé en 10 ans, il y en a 80 000 emplois. Donc c'est à la fois, j'ai envie de dire, c'est à la fois résiduel et significatif. C'est-à-dire résiduel au regard de l'économie générale, mais significatif parce que bon, il n'y en a pas trois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça qu'il faut relever. Ces scopes, effectivement, on pourrait les développer de manière assez massive. On a eu des exemples médiatisés récemment avec Duralex, hein, qui a été repris en scope. Pour le monde communiste, la CGT, évidemment, il y a eu le cas de Scopti, près de Marseille, à Gémenos, qui a été repris de cette façon-là. Bon. Mais ça, c'est des cas en fait marginaux. La plupart des cas, c'est soit des créations, à vrai dire, soit des transmissions d'entreprises saines. Ce n'est pas forcément des entreprises qui ont des difficultés ou qui sont dans des conflits sociaux. Hein, voilà. Mais en tout cas, on pourrait développer ce modèle-là. Et on pourrait le faire, à vrai dire, même y compris avec des mécanismes, à vrai dire, même un peu libéraux. Je pense aux États-Unis où ils ont des systèmes de transfert de la des systèmes de transfert je vais essayer de pas être trop long, des systèmes de transfert de propriété gratuits aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Aux États-Unis, ils ont un truc, ils sont terriblement. En fait, c'est quand ils ont créé les fonds de pension.
vous voyez, parce qu'ils n'ont pas le système de retraite comme nous, hein. Donc, eux, ils ont créé les fonds de pension. Et au même moment, ils ont créé un mécanisme de démocratisation de l'entreprise à partir de l'actionnariat salarié. Donc, l'actionnariat salarié, chez nous, si vous voulez, bon, c'est concentré entre les mains de quelques personnes en réalité, hein. Donc, c'est le top management en général qui est actionnaire. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est des phénomènes beaucoup moins concentrés. Alors, pour une part, oui, mais là, du cas que je parle, ce sont des plans d'actionnariat salarié qui ont créé. Et là, c'est beaucoup moins concentré, c'est beaucoup plus diffus, et ça concerne vraiment la majorité des salariés. Et donc, vous avez 10 millions de salariés qui sont dans ces plans d'actionnaire salariés. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une entreprise. L'entreprise a créé un trust, donc un véhicule financier, et l'entreprise prélève une part de ses bénéfices qu'elle transfère dans le trust avec des incitations fiscales, et le trust rachète les titres de propriété à l'entreprise. Et ce trust se trouve être détenu par les salariés. Donc, c'est de cette façon que finalement, les salariés se trouvent être après propriétaires de l'entreprise mère, en fait. C'est le mécanisme pour aller vite. Et aujourd'hui, il y a des formes d'adaptation de ces mécanismes-là, notamment en Slovénie, en ex-Yougoslavie, donc accessoirement, où il y avait un volet, un socialisme autogestionnaire. Et donc, il y a des Américains et qui habitent là-bas, en l'occurrence, c'est David Eberman. Et il a développé, il a créé un institut de la démocratie économique, et il développe ces modèles-là, mais sous des formes coopératives. Alors, vraiment, il utilise ces mécanismes d'actionnaire salarié pour transférer la propriété à des coopératives, en fait. Et on est en train de regarder en France comment on pourrait faire. Voilà. Et ça, ce serait énorme. C'est-à-dire qu'en termes de diffusion du modèle, ce serait potentiellement très important, parce que ça voudrait dire que, alors que vous avez une crise de la transmission d'entreprise, notamment chez de nombreux dirigeants, ils pourraient tout à fait s'appuyer sur leurs salariés, tant que ces salariés portent un risque, puisqu'en fait, le transfert se fait gratuitement, hein, ils n'investissent pas leurs économies dedans. Voilà, donc ça, c'est un modèle, effectivement, qui pourrait être mis en œuvre. Deuxième aspect, deuxième étage de la fusée là-dessus, vous aviez des syndicats, notamment sociaux-démocrates en Suède, un syndicat social-démocrate le principal en Suède, qui dans les années 70 évoquait un mécanisme assez proche, et c'était le plan Meitner. Vous avez imaginé un plan de la même façon, il disait il faudrait qu'on prélève une part des bénéfices de l'entreprise sous forme d'actions, que l'on transfère dans des fonds qui sont détenus par les salariés. Et donc, on transférait en 20 à 30 ans la propriété des entreprises au fond de salariés qui seraient eux-mêmes gérés par les syndicats. Donc, il y avait un mécanisme qu'ils avaient pensé, bon, qui ne s'est pas mis en œuvre, mais qu'avait pensé la social-démocratie suédoise, hein, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, il y aurait le deuxième niveau. Vous voyez, il y a un niveau micro, il y a un niveau macro, d'une certaine façon, à travers cela. Et puis, j'ajouterais un niveau méso, qui est celui de la démocratie économique territoriale, en fait. Où là, on peut imaginer, et ça existe, des systèmes d'écosystèmes coopératifs au niveau d'un territoire. Je vais vous en citer deux. Donc, vous avez le cas de Mondragon, qui n'était pas spécialement socialiste à l'origine, plutôt catholique, mais qui était anti-franquiste quand même, donc ça va. En Espagne, donc dans le Pays basque espagnol, et Mondragon, donc ce sont des coopératives industrielles de travailleurs qui ont créé une banque coopérative pour se développer collectivement, donc et financer leurs projets. Ils ont créé une mutuelle parce qu'en fait, Franco les refusait dans la protection sociale en Espagne. Donc, ils ont créé leur propre protection sociale avec une mutuelle. Ils ont créé des coopératives de consommation pour accéder aux biens de consommation courante. Ils ont créé des écoles sous des formes plutôt associatives. Ils ont créé des centres de recherche et développement. Ils ont même créé maintenant une université coopérative. Et donc, depuis les années 50, vous avez un écosystème coopératif absolument énorme où des écarts de salaire sont réduits, où il y a évidemment des gouvernances démocratiques, certes pas parfaites, mais qui ont le mérite d'exister, où il y a quand une entreprise ferme, tous les salariés sont réembauchés dans une entreprise d'à côté. Voilà. Bon, donc c'est des phénomènes de ce type. Exemple de Mondragon. Vous pouvez prendre l'exemple de Preston, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à côté de Manchester. Vous avez la ville de Preston qui s'est rendu compte que tous ces marchés publics finançaient des grands groupes. Car à chaque fois qu'ils émettaient un marché public, c'était un grand groupe qui le récupérait, et puis il prend la valeur, il l'extrait, il s'en va avec. Oui, donc c'était bon, le schéma. Et donc, ils se sont dit, non, il faut que la valeur, elle reste sur le territoire. Et c'est le principe de l'ESS. Comme avec la mise en réserve que j'évoquais tout à l'heure, il faut que la richesse, finalement, profite au collectif, qu'elle reste, qu'elle soit maintenue, qu'elle ne s'échappe pas, qu'il n'y ait pas de phénomène d'exit, au fond, de cette valeur qui est ainsi produite. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, le maire, il a dit, on va mettre l'hôpital, il a pris toutes les institutions publiques, donc il a pris la sienne, l'hôpital, l'université et d'autres, et il leur a dit, on va réorienter notre commande publique vers le tissu économique local, en respectant les règles de concurrence européenne.
Bon, c'était possible, hein, il suffit d'écrire bien les marchés. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Il a réduit le chômage par 2 en seulement quelques années. Il a développé un écosystème coopératif, un tissu de PME local tout à fait à la fois innovant, dynamique, etc., avec des conditions de travail dignes, etc. Bon, voilà. Et donc, avec des logiques d'écosystème, là aussi, territoriaux et coopératifs. Pour vous donner 2 exemples, hein, y compris au plan international. Donc là, on est, pour moi, sur la démocratie économique, vous voyez, dans ces 3 échelles. Voilà. Donc, micro, méso, donc territorial, et macro, que j'indiquais à travers ces grands fonds qu'on pourrait imaginer, vous voyez, de salariés. Alors, pour conclure là-dessus, c'est pour ça qu'il y avait un deuxième auteur que je voulais citer, outre Polanyi, c'est Eric Olin Wright, qui dit, donc c'était lui aussi était un peu marxiste, et il disait, bon, mais il faut qu'il y ait une stratégie. Donc, pour faire ce que je viens de dire, il faut une stratégie. C'est ça qui m'intéresse chez Olin Wright, c'est cette idée qu'il faut une stratégie. Alors, il dit, il y en a 3. Il dit, il y a une stratégie de rupture, donc c'est la stratégie révolutionnaire. Bon, lui-même la met de côté, on va dire. Donc, bon, il a dû avoir des déceptions. Et ensuite, il dit, il y a une stratégie interstitielle, qui est une stratégie plutôt libertaire, c'est-à-dire, on va créer des îlots, finalement, de sociétés idéales. Bon, mais donc ça, c'est la stratégie interstitielle, dans les interstices. Hein, on va créer comme ça, dans les marges des cités idéales. Et il y a une stratégie symbiotique qui est la stratégie social-démocrate, où en gros, on va essayer de réguler le capitalisme par l'État. Hein, par l'État, voire un peu quand même, on peut le penser de manière décentralisée par rapport à ce que je disais. Moi, je pense qu'effectivement, pour arriver à ce que je vous ai dit là, moi, je crois qu'il y a besoin effectivement d'alliances et de coalitions. Et donc, qu'on ait une stratégie, si on veut parvenir à cet objectif qui est celui de la démocratie économique que j'indiquais là, il faut des coalitions. Et donc, je crois, pour avoir une stratégie qui tienne la route, et donc ça suppose notamment, sans doute, à la fois des interventions publiques, mais j'insiste, à la fois étatiques, bien sûr, des régulations, hein, ça va de soi, ne serait-ce que pour tout ce que j'ai dit, de toute façon, il y a des enjeux de droit, des enjeux réglementaires, des enjeux fiscaux, des choses comme ça. Donc ça, il faut évidemment qu'il y ait la machine publique qui se mette en route. Donc, il faut des interventions publiques, mais il faut aussi, évidemment, développer, et moi, c'est ma conviction, les alliances avec les acteurs territoriaux, les collectivités locales. C'est ça que j'évoquais Preston, notamment. Je crois que les acteurs locaux ont un rôle majeur à jouer dans les transitions aujourd'hui. Voilà, enfin, on le sait même pour la transition écologique, c'est absolument clé. Et donc les acteurs publics locaux et les acteurs, je dirais, économiques, les acteurs socio-économiques, à la fois l'ESS, mais une ESS, je dirais, donc les scopes, etc., mais une économie sociale et solidaire élargie. Voilà. C'est-à-dire élargie aux PME, sans doute, je vous dis, qui pourrait d'ailleurs aller vers des formes de transformation. Moi, je crois qu'on pourrait transformer, convertir une part du secteur économique privé dans l'ESS. Je ne dis pas qu'il faut que tout soit ESS, pas cette prétention-là, mais je pense quand même qu'on pourrait développer assez massivement, à vrai dire. Donc, et ça suppose effectivement, je disais, des stratégies d'alliance, vous voyez, aux 3 niveaux, hein, donc mes micro, méso, macro. Je crois que de cette façon-là, on pourrait y parvenir. Mais encore faut-il, voilà, qu'on s'accorde à porter, et j'en conclurai par là, un projet politique autour de la démocratie économique, ce que j'essaie de vous expliquer et de vous présenter brièvement. Et je dois dire que force est de constater au plan politique que c'est pas simple, parce que quand vous regardez le projet le NFP, par exemple, Nouveau Front Populaire, bon, sur les questions de travail, c'est plus que timide. Hein, je veux dire, des gens qui sont de gauche, mais sans être des gauchistes, comme Dominique Méda, par exemple, avait fait un papier pour dire, bon, c'est super, ils parlent du travail, mais enfin, on peut mieux faire, quoi. Quand on regarde, ils sont très timides sur les questions de démocratie en entreprise. Ils proposaient de faire rentrer juste un tiers des salariés dans la gouvernance. Pour les... Donc voilà, moi je crois qu'on pourrait aller plus loin, au moins la moitié, par exemple. Voilà, donc il y a des choses aussi, vous voyez. Et c'est vrai que, et même les scopes, ils en parlent que pour les reprises d'entreprises. Pour eux, les scopes, ce n'est que du Ralex, Scopti et je sais pas quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est la voiture balai, il y a un problème, il y a une crise. Bon, ben, heureusement, il y a l'ESS qui est là pour résoudre le problème, pour réparer les dégâts, mais on ne le pense pas de manière systémique. Voilà. Et je pense que quand on fait ça, ben, on fait une erreur. Parce qu'en fait, on fait une erreur à 2 niveaux. D'abord, on fait une erreur parce qu'on n'adresse pas le vrai problème, encore une fois, celui du travail. Ça, je crois vraiment que les partis de gauche sont à la ramasse sur ce sujet-là. Alors, ils y reviennent. Hein. Je vois François Ruffin a fait un livre sur le sujet. Bon, mais, enfin, lui, chez les Insoumis, ça s'est bien passé. Il y a Paul Magnette en Belgique, qui est le président du PS belge, qui a fait aussi un livre comme ça. Donc, ça y revient. Ça revient. Il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a les travaux de Bruno Palier, qui a dirigé un ouvrage collectif sur Que sait-on du travail, qui a participé de cette remise à l'agenda du travail. Mais
je trouve que c'est quand même, bon, enfin, voilà, il n'y a pas encore le débouché politique, on va dire, qu'il faudrait attendre, ou que l'on serait en droit d'attendre de ce point de vue. Et donc, c'est quand même assez, moi, me semble-t-il, hein, assez problématique. Donc, il y a ce problème, donc on n'adresse pas le vrai sujet. Et en plus, on se crée des tensions parce qu'on est dans un contexte de crise, malgré tout, des finances publiques. Hein, je veux dire, bon, c'est plutôt bien d'avoir censuré le gouvernement, mais ça ne résout pas le problème. On a un sujet finances publiques et donc il y a un consensus, moi je crois, qui est en train de se dégager sur l'idée de dire qu'évidemment il va falloir augmenter les impôts. Il faut augmenter les impôts, ça c'est sûr. Mais je pense que ça, moi ce que j'observe politiquement et d'un point de vue stratégique, c'est attention, parce que sur les impôts, il faut y aller, mais peut-être y aller un peu de manière progressive, parce que quand même les réactions, moi, quand on a vu là, lors de la dernière solution, comment le MEDEF, comment la CPME ont pris des positions en disant le RN et le NFP, c'est la même chose, voire même le NFP, c'est pire que le RN, parce que ils vont ruiner le pays, ils sont dangereux, en plus, ils n'aiment pas les juifs, enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce truc-là. Et quand on voit tous les rapprochements qu'il y a eu avec l'extrême droite, où beaucoup de patrons sont allés les voir, bon, moi je dis attention. Voilà. Donc c'est-à-dire peut-être qu'il faut parce que bon à ce jeu-là, je ne suis pas sûr. On a une gauche, je vous dis, qui à la fois ne s'empare pas du sujet du travail et qui en plus avec la redistribution est repoussoire. À la fois il faut faire de la redistribution et à la fois c'est repoussoire. C'est pour ça que je dis là il y a un équilibre à trouver et il me semble que la question de la démocratie économique pourrait être une voie pour y arriver, parce que précisément, ça permettrait d'adresser à la fois les problèmes de démocratie, mais aussi les problèmes de partage de la valeur. Parce que si vous donnez du pouvoir aux salariés, évidemment, vous pouvez espérer que le rapport de force en sera changé, et donc que les salaires vont augmenter, voilà, et ce genre de choses qu'on peut attendre. Donc juste, peut-être, il y a une voie étroite, moi, me semble-t-il, qu'il faudrait plutôt emprunter dans le contexte. Hein, moi, il me semble qu'il vaudrait mieux être relativement prudent sur ces sujets. Voilà ce que je pouvais dire sur des considérations à la fois politiques, théoriques et pratiques. Merci. C'était un peu trop long. Non, Merci Timothée, non pas du tout. Au contraire, tu as été, je pense, le plus bref possible pour exposer quand même l'essentiel oui, oui. des idées forces qui permettent de saisir tous les aspects majeurs du sujet. Et donc, je veux dire que je suis d'accord avec toi sur plein d'aspects de la question, sur le fait que les potentialités de l'économie sociale et solidaire n'ont pas été suffisamment explorées et surtout n'ont pas été suffisamment mises en œuvre pour des tas de raisons historiques sur lesquelles il serait même quasiment inutile de revenir aujourd'hui. Et donc, il y a là un terrain à explorer et il faut développer manifestement l'ESS dans toutes ses potentialités pour des tas de raisons, notamment les dernières que tu as exprimées en rapport avec les circonstances actuelles qui amènent à privilégier la notion de démocratie économique et en particulier à propos, bien sûr, de la crise du travail dont tu as souligné l'importance après de grands auteurs que tu as cités. Donc, tout à fait d'accord pour aller dans cette perspective. Les questions, les ajustements que j'envisage d'explorer, c'est plutôt pour maximiser l'efficacité de cette stratégie. Et notamment à partir du bouquin d'Eric Olin Wright. Comme toi, j'ai, pour essayer de répondre à la question de Dominique sur la révolution aujourd'hui, je suis passé par ce bouquin parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus, notamment de ce qui a été étudié en France et promu en France au début du XXe siècle par Jean Jaurès, la notion de réforme révolutionnaire ou d'évolution révolutionnaire, que Dominique a cité avant-hier, d'ailleurs, très justement, et dans lequel moi, pour ma part, je me retrouve et j'ai toujours regretté que la gauche en France n'ait pas suffisamment été dans ce sens de manière très offensive. Alors, sur la question de l'érosion du capitalisme, qui est le cœur de sa stratégie, j'ai eu l'occasion de dire avant-hier
ou mardi c'était. En quoi cette stratégie comporte d'énormes avantages. Il me paraît véritablement, cet aspect de la stratégie, aspect majeur de la stratégie de Reich, me paraît aujourd'hui complètement adapté et incontournable. Ça devrait être travaillé par tous ceux qui se proposent d'aller dans le sens de la transformation sociale. Mais en même temps, il y a des limites qui viennent à l'esprit. Il n'est pas certain que le processus se déroule de manière progressive, spontanée, sans accroc, au point d'arriver à une inversion de la place du capitalisme dans la société. Parce qu'au fond, le dépassement du capitalisme, ça me paraît toujours une idée à laquelle on doit se référer, mais le dépassement du capitalisme, c'est au fond la fin de la domination du capitalisme dans l'économie plurielle dans laquelle on est ou dans la société, à l'opposé de la société de marché. Bon. Pour arriver à inverser la domination, l'hégémonie du capitalisme, ça suppose évidemment une stratégie d'érosion et d'extension de zones non capitalistes, voire anticapitalistes dans la société, mais lorsque on analyse les causes et les moyens par lesquels s'exerce la domination du capitalisme aujourd'hui, on est bien obligé d'évoquer des mécanismes au niveau macro et plus que macro-national, macro-continental et macro-mondial, et on est amené à parler des moyens de supprimer ces mécanismes qui ont abouti à la domination des multinationales par rapport aux États, etc., etc., la financiarisation à l'échelle mondiale. Bon. Alors, encore une fois, totalement d'accord pour parler de l'extension des zones non capitalistes dans la société, mais en même temps, il me semble qu'il faut se poser la question de la mise en cause des éléments par lesquels s'exerce la domination capitaliste, et ce n'est pas uniquement lié à l'importance de la part du capitalisme dans l'économie, c'est lié aussi à un certain nombre de choses, par exemple le fait que les multinationales ont plus de pouvoir que les États. Pour résoudre la question, il faut que les États se coordonnent pour retrouver du pouvoir pour la maîtrise par rapport aux multinationales, etc. Ce n'est que d'exemple. En gros, je dirais qu'il me semble qu'il nous faut aller à contresens de la tendance des 40 dernières années, à ça qui se traduit par le passage du capitalisme de compromis social des Trente Glorieuses au capitalisme néolibéral d'aujourd'hui, c'est-à-dire au fond un approfondissement de la domination de la logique capitaliste sur l'économie et sur la société. Et donc, me semble, il y a tout un travail de reconquête anti-néolibérale pour retrouver des outils pour arriver à maîtriser l'économie par le haut. Et Reich rappelle toujours qu'il y a l'action par le bas et l'action par le haut. Et justement, cette action par le haut ne va pas être forcément une action progressive. Il va falloir qu'il y ait probablement des seuils. Des seuils, moi je parle de basculement, mais peu importe les mots, à un certain moment, il faut établir un ou des basculements pour que le contexte ne soit plus en faveur de la domination du capital sur l'économie. Ce qui amènerait en retour, me semble-t-il, des effets positifs sur la capacité de l'économie sociale et solidaire à se développer suivant une autre logique, sans être normalisée, comme parfois c'est le cas, ça a été le cas notamment au moment de la crise de 2008 pour un certain nombre de banques. Et donc, je crois que en complément de la stratégie progressive d'érosion de Reich, il me semble qu'il faut aborder ce qui n'est pas le plus simple. Il faut aborder une stratégie de basculement, soit un seul, ça m'étonnerait, soit plusieurs successivement, de manière à rendre cohérent et efficace la stratégie d'érosion du capitalisme de Reich.
Juste peut-être une remarque complémentaire, dont je partage beaucoup de ce qui a été dit. On s'intéresse à la démocratie économique, mais on parle peu de la démocratie sociale. Or, dans les entreprises, c'est effectivement la grande question qui est posée aujourd'hui. Quel pouvoir pour les salariés, quel pouvoir pour les travailleurs, de telle manière que ce que l'on évoque, évidemment, moi je partage l'évocation de la nécessité de l'intervention par le haut, donc par l'État, par les États qui se coordonnent, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que, par le bas, la question se pose concrètement dans le quotidien, de telle manière que ce qu'évoque Marx en particulier, quand il évoque la question du travail, c'est l'émancipation des travailleurs eux-mêmes par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'émancipation, ça ne se décrète pas par un État, ça se construit dans le quotidien par des choses très concrètes, c'est-à-dire que les conquis sociaux, les conquis humains ou les conquêtes sociétales, vous le savez ou vous le mesurez, sont toujours d'abord l'œuvre des concernés eux-mêmes. Hein, les conquêtes féministes sont l'œuvre des féministes eux-mêmes avant de passer dans la loi. Hein, et avant que l'État, justement, prenne en compte le rapport de force qui s'est constitué dans la société, les transformations des pratiques humaines et sociales. Et dans le monde du travail, c'est aussi cette question-là qui aujourd'hui, comme tu l'as dit, et je partage, hein, et je suis assez d'accord, qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, les gauches ne s'emparent pas suffisamment de cette question, avec toutes les dimensions que ça suppose, évidemment, oui. Mais et notamment la question de la démocratie sociale. Parce que un des aspects justement de l'économie sociale et solidaire, notamment dans les scopes, hein, mais pas que, c'est justement d'avoir mis au cœur de leur dispositif ce que Marx évoquait hein, dans le processus de transformation de la société, et en voulant aller vers des structures de coopération des travailleurs eux-mêmes, parce que ne présentant jamais Marx comme un fou collectiviste, ça a été certainement un des premiers à réfléchir la question de l'individuation, pas forcément de l'individualisme, bien sûr c'est connexe, mais pour justement, et lui quand il évoque la notion de collectif, c'est justement pour favoriser l'épanouissement le plus large, le plus grand, le plus divers possible des individus. Et pas ce que certains ont renversé d'un point de vue dialectique en disant que finalement, on devait se mettre au service du collectif. C'est pas tout à fait la même chose que de penser le collectif au service du développement et de l'épanouissement des individus que de dire que les individus doivent se mettre au service d'un collectif qui, à ce moment-là, devient aliénant. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça m'apparaît important d'aborder aussi ces questions de cette manière-là. Et pour moi, ça justifie effectivement, et bon, on n'a pas parlé, tu ne l'as pas évoqué, mais ce qui m'apparaît intéressant dans le travail de Friot, justement, c'est cette dimension-là qui, justement, et la question de la démocratie sociale, il la pose de manière forte. Alors, je ne suis pas forcément jusqu'au bout, mais n'empêche qu'il fait réfléchir sur ces dimensions de manière intéressante, et il pose, et c'est en ce sens-là qu'il justifie la manière dont la sécurité sociale, quand elle s'est créée, elle crée un objet nouveau qui donne normalement au départ, hein, depuis évidemment, on s'est arrangé par les réformes successives pour empêcher la gestion par les représentants du monde du travail, par les salariés des dispositifs de la sécurité sociale. Et puis progressivement, grâce malheureusement à un acteur de gauche, entre guillemets, qui était Rocard, qui a étatisé évidemment une partie de la solidarité qui était gérée jusqu'alors par la sécurité sociale. Enfin bon, c'est un débat annexe ça, mais si vous voulez, derrière, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la dimension de la place du monde du travail, que tu as relevé de manière tout à fait forte, et c'est vraiment peut-être un des enjeux auxquels on est confronté pour les années qui viennent. Si on veut reconquérir, je dirais, une grande partie de l'électorat qui aujourd'hui s'abstient, je ne dis pas qu'il est passé dans les droits du RN, mais qui s'abstient aujourd'hui, qui ne trouve plus de réponse dans le champ politique à ces attentes. Vas-y, Lynn. Non.
Je, j'entends, et d'ailleurs, plus que j'entends, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous situez comme enjeu central, à savoir la démocratie sociale et économique. Je pense que j'avais entendu les deux dans ce que vous disiez, ça me semblait nécessairement associé. Et effectivement, je pense que le clin d'œil à Friot, pour moi aussi, je le faisais avec le statut du producteur et toute la conception. Enfin, je pense que ça fait tout à fait écho à tout cela. Ceci dit, de là à ce que l'économie sociale et solidaire puisse être moteur dans tout cela, je le crois sur le principe de ce qu'on peut avoir comme définition de la coopérative et son mode de fonctionnement. Toutefois, de mon observation des 40 dernières années, où dans les politiques sociales, l'économie sociale et solidaire est arrivée comme un leitmotiv pour venir compenser tous les dysfonctionnements du modèle économique lui-même et gérer un peu en parallèle tous ceux qui constituaient les surnuméraires, comme les nommait Castel. Mon image est a priori un petit peu à la méfiance, on va dire. Je pense qu'en tout cas, c'est un modèle tout à fait intéressant, mais qui peut nourrir aussi bien un système qu'un autre. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de bien identifier dans quel contexte. Alors, je comprends bien qu'il y a eu d'ailleurs ces polémiques à un moment donné. Est-ce que la transformation précède, voilà, etc., ou pas? Hier ou avant-hier, on évoquait avec Michel Cabane la nécessité d'une érosion du modèle en même temps que de sa visée de basculement vers le dépassement du capitalisme. Je pense qu'effectivement, il faut arriver à tenir les deux bouts, comme dans la double besogne, je disais, que le syndicat CGT, en tout cas, met à son programme, l'a souvent oublié à mon sens, un peu trop souvent, mais c'est revenu en mémoire et je pense que c'était urgent. Voilà, donc voilà, je voulais juste dire un peu cela. Merci. Oui, alors là, vous faites plutôt, je pense, référence à tout ce qui touche à l'insertion, notamment voilà, par l'activité économique. Alors, moi, il me semble que au-delà de l'insertion par l'activité économique, on a une expérimentation en cours qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, où là, la logique, et d'ailleurs, c'est assez rigolo de se dire que d'un côté, il y a l'État qui explique, les gouvernements qui expliquent qu'il faut renforcer les injonctions au retour à l'emploi auprès des personnes au chômage, donc en les sanctionnant de diverses manières. Donc, c'est le projet de loi plein emploi là, qui va se mettre en œuvre pour notamment les bénéficiaires, les allocataires du RSA, hein, où voilà, si ils ne font pas des heures d'activité à côté, si ils ne répondent pas à ces injonctions de retour à l'emploi, bon, ben, ils vont être radiés, on va avoir diverses sanctions qui vont au passage évidemment accroître le non-recours au droit qui est déjà systémique et il y a déjà par exemple, 35% d'allocataires du RSA qui ne sont pas dans le droit, hein, qui sont éligibles mais n'en bénéficient pas. Donc ça va s'accroître évidemment. Bon. Donc il y a d'un côté ces pressions-là, et puis de l'autre, il y a effectivement le territoire zéro chômeur longue durée où on dit, eh bien, enfin une personne au chômage de longue durée peut tout à fait, de manière volontaire, s'inscrire dans la démarche. Et donc ce sont des entreprises à but d'emploi qui donc, ont pour vocation de créer des emplois, mais pour ce faire, créer des activités qui répondent aux besoins du territoire. Voilà. Donc elles sont à la fois finalement, elles répondent aux demandes aux exigences des demandeurs d'emploi qui peuvent codéfinir le contenu de leur travail, qui peuvent avoir un temps choisi, qui sont en CDI, dans le droit commun, hein, par rapport à l'IAE, etc., etc. Et de l'autre côté, ça répond aux besoins du territoire. Donc ça rejoint ce que je disais, le micro-méso, là, on est tout à fait dedans. Et on a le niveau macro, parce qu'en fait, donc on a le micro avec le BE, l'entreprise à but d'emploi, on a le méso parce qu'on répond aux besoins du territoire et on fait coopérer des acteurs locaux pour construire ces entreprises à but d'emploi. Et on a le niveau potentiellement macro, puisque derrière, le but, c'est de créer un projet de garantie d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, par la loi, on puisse généraliser au fond ces dispositifs-là, ces projets-là, et les diffuser. Là, au niveau européen, par exemple, juste avant que les élections, Nicolas Schmit, qui était le chef de file du PSE, et par ailleurs commissaire à l'emploi et au social,
au niveau européen, avait mis en place un petit fonds pour diffuser, pour soutenir les expérimentations locales de ces garanties d'emploi et les territoires d'ajustement local. Donc, c'est en train de se diffuser dans plusieurs pays, donc la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et ce qui est intéressant, là, je crois qu'en matière d'érosion et en matière de réforme plutôt macro, de rupture, on va dire, au niveau de l'État, c'est quand même une autre conception, quoi. C'est-à-dire que là, on dit vraiment l'emploi relève d'une responsabilité collective et donc il faut permettre à chaque individu de rentrer dans ces fonctionnements-là. Donc, c'est pas, et dans le droit commun. Voilà, c'est important à préciser. Donc là, je crois qu'on a des modèles, effectivement, là aussi, de démocratisation de l'économie, d'érosion du capitalisme qui sont tout à fait intéressants. Voilà. Après, concernant, alors je suis pas un expert, mais après, ce qui a été dit sur les multinationales, là, j'avoue, il va falloir poser un peu la question, parce que malgré tout, là, le défi me semble assez important, c'est-à-dire que aborder les questions finance, multinationales, etc., au niveau international, on est encore sur une autre échelle. Or, effectivement, il faut le traiter. Moi, je relève aussi qu'il y a des tentations, il y a des tendances actuellement. Par exemple, au niveau européen, la finance verte est de plus en plus prise en compte, parce qu'ils ont mis en place comment ils appellent ça, des espèces de, enfin bon, ils ont mis en place des espèces de grilles, si vous voulez, qui orientent les financements vers des activités plus décarbonées, etc. Donc ça, au niveau européen, il y a des choses qui ont été mises en place un peu dans ce contexte-là. Les banques sont obligées de réorienter un peu. Ça reste modeste, mais enfin, il me semble qu'il y a là des voies et moyens justement d'aller plus loin. Moi, je pense que le niveau européen est pertinent. Donc, je cite là le cas de la finance, mais on pourrait citer le cas des plateformes. Aujourd'hui, il y a une directive sur les travailleurs des plateformes au niveau européen qui vise à les requalifier en salariés pour les travailleurs des plateformes. Bon, c'est la France qui bloque, donc c'est quand même intéressant à voir. Donc, je crois qu'au niveau européen, effectivement, il y a aussi des régulations comme ça qui pourraient être explorées par rapport à ce que tu disais. Je pense que c'est plus à cette échelle-là. Mais enfin, pour conclure là-dessus, moi, je rejoins ce que disait Dominique, c'est-à-dire que de toute façon, si on veut parvenir à ça, c'est pas évidemment, il faut penser ces réformes-là, mais derrière, d'un point de vue stratégique, en fait, il faut se mobiliser. C'est pour ça que moi, je crois que la clé, c'est vraiment ce niveau de l'entreprise, ce niveau du territoire, c'est recréer des cadres collectifs, en fait. C'est recréer des cadres collectifs, et ça, c'est des projets qu'on pourrait partager à une échelle internationale assez facilement, et qui permettraient de redéfinir, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, si vous parlez de socialisme, bon, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, c'est compliqué en France, mais pas que, dans plein d'endroits, ça s'est effondré partout. Donc, il faut qu'on arrive à reformuler ce projet, en fait, y compris avec sans doute de nouveaux termes, par ailleurs. Et c'est pour ça que la notion de démocratie économique me semble intéressante, parce que pour le coup, la démocratie, c'est partagé, normalement. Après, si on y donne une orientation socialiste, évidemment, bon. Mais moi, ce que je note, je vous parlais des plans d'actionnariat salarié aux États-Unis, les démocrates soutiennent, mais les républicains aussi, en fait. Ce que j'évoquais tout à l'heure, pour quelles raisons ils soutiennent les républicains? Pas parce que ça démocratise, mais parce que ça renforce la souveraineté productive du pays. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous donnez les entreprises de salariés, bah, voilà, vous gardez la main, vous êtes toujours souverain d'un point de vue économique. Donc c'est ça l'enjeu, c'était d'éliminer en fait et d'écarter les investisseurs étrangers qui viendraient finalement prendre le contrôle d'un certain nombre d'une part de la sphère productive. Voilà, c'est ça aussi l'une de leurs réflexions. Vous voyez bien pourquoi. Mais voilà, donc je dirais, moi je pense que ça peut être une manière de reformuler le projet socialiste à l'ère du temps, j'ai envie de dire. Il y a des composantes, il y a un point qu'on n'a pas traité, bon, on peut le faire là, mais ce serait la question de la transition écologique. Tout ça étant à réinsérer bien sûr dans la question écologique. Et d'ailleurs, de ce point de vue, Polanyi disait il faut réencastrer dans la société et dans la nature. En fait, il y avait les deux dimensions, puisque chez Polanyi, il a été très, très, très pionnier de ce point de vue. Donc c'est assez, on peut même le retrouver un peu chez Marx aussi. Il y en a qui ont relu Marx à cette tonne. Donc effectivement, là, je crois qu'il faudrait même aller un cran plus loin par rapport à ce que je vous ai présenté. Voilà. Tout à fait. Et de ce point de vue, pour ceux qui étaient là, ils ont pu, enfin, je vous invite à regarder l'intervention de Fabien Tarit de hier matin, qui évoque ce que tu dis et qui parle, lui, de communisme, de décroissance. Donc, ouais. Et donc, mais bon, voilà. Le débat est ouvert. Donc, merci beaucoup, Timothy, pour ta contribution. C'est gentil de m'avoir invité, même en retard. On va essayer de
Mais en tout cas, de poursuivre nos travaux. Voilà, tout à fait. Ça n'est qu'un début d'ailleurs, hein. Merci beaucoup. j'en fais